À 18 ans, le système m'a appris que je n'étais pas le vrai fils de la famille. Le jour où le vrai fils reviendrait, ma sœur de glace me mettrait à la porte, et je finirais probablement mort, sans même une sépulture. Pour survivre, j'ai décidé de faire mes bagages dans la nuit et de fuir de moi-même, mais après avoir bu, je lui ai crié, de toute façon, tu n'es pas ma vraie sœur. L'instant d'après, ma sœur, d'habitude glaciale, a changé de visage. Elle m'a plaqué contre la porte. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Je suis un faux fils, pas le vrai. Quoi? Je ne suis pas le fils biologique de mes parents? Je me suis levé d'un bond de mon fauteuil de gaming, les yeux écarquillés, fixant l'air avec incrédulité. Oui, haute, une voix mécanique a résonné dans mon esprit. À l'instant même, alors que je jouais frénétiquement à un jeu, une voix inconnue a soudain retenti dans ma tête. Elle m'a dit qu'elle était un système. Et que moi, Fan Yuan, je n'étais pas le fils biologique de mes parents. J'étais un faux fils, un intrus dans le nid. D'après les tests rigoureux de ce système. Tu n'as aucun lien de sang avec le chef actuel de la famille Fan ni avec sa femme. Et selon les déductions précises de ce système, basé sur d'innombrables romans urbains, il est inévitable qu'un vrai fasse bientôt son retour fracassant. Prépare-toi, hôte. Puis, le système s'est mis à me détailler frénétiquement le sort des faux fils dans les histoires de vrais et faux héritiers, ignorant les insultes de mes coéquipiers dans le jeu. Je suis resté là, figé, complètement perdu. Je m'appelle Fan Yuan, j'ai 18 ans. Pendant ces 18 années, j'ai toujours cru mener la vie parfaite du petit maître de la famille Fan, un fils de riche oisif. Et maintenant, tu me dis que je suis un imposteur. Je suis resté planté là, ne sachant que faire, les paroles du système tournant sans cesse dans ma tête. Les jours qui ont suivi. J'ai passé mon temps plongé dans des romans de vrais et faux héritiers, j'en ai lu des dizaines. Plus je lisais, plus j'avais froid dans le dos, tout correspondait à ce que le système m'avait dit. Dans ces romans, les faux fils, plus ils profitent de la richesse et des honneurs au début, plus ils tombent de haut quand leur identité est révélée. Être jeté dehors est une chance. Certains sont humiliés par le vrai fils et toute la famille, d'autres sont forcés de s'agenouiller et de supplier, d'autres encore sont estropiés et jetés dans la rivière pour nourrir les poissons. Quant aux parents et à la sœur qui aimaient autrefois le faux fils, dès que le vrai revient, ils changent tous de visage, devenant des démons impitoyables. En voyant le sort misérable du faux fils à la fin, j'ai frémi de tous mes membres. Ce qui m'a vraiment désespéré, c'est ma sœur, Fan Ruyan. Depuis mon enfance, Fan Ruyan n'a jamais été affectueuse avec moi. Elle est plus âgée que moi de quelques années. Elle a repris tôt une partie des affaires familiales, et elle a toujours eu l'attitude d'une présidente de glace. Je n'ai jamais ressenti d'amour fraternel avec elle. Elle me montrait parfois un peu d'attention, mais c'était surtout de la sévérité, elle m'interdisait les amourettes. Elle m'interdisait de traîner avec de mauvais amis, elle était encore plus stricte que mes parents. Avant, je me rassurais en pensant qu'elle tenait le rôle de la mère aînée, que c'était juste son caractère froid. Mais maintenant, en repensant à tout à la lumière de mon identité de faux fils, tout s'éclaire, les gars. Je peux même deviner la suite. Quand le vrai fils reviendra, il me regardera avec mépris, et entre lui et moi, elle me trouvera de plus en plus détestable, et finira par m'aider à me chasser de la famille Fan. Ces rares attentions d'autrefois, ce n'était sans doute que par sens des responsabilités en tant que fille aînée des Fan. Rien que de penser que Fan Ruyan aiguisait déjà ses couteaux. Attendant le retour du vrai fils pour me porter le coup fatal, j'ai été si anxieux ces derniers jours que je n'arrivais même plus à manger les travers de porc caramélisés que faisait Madame Liu. Pendant 3 jours entiers, j'ai traîné avec 2 énormes cernes sous les yeux, errant comme un fantôme dans la maison, sur le qui-vive en permanence, voyant des ennemis partout. Madame Liu, voyant mes plats intacts, soupirait d'inquiétude. « Petit maître, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez si peu d'appétit, est-ce que vous êtes malade ?» J'ai ri amèrement. J'ai agité la main. « Ce n'est rien, Madame Liu, je n'ai juste pas faim. » Pas faim? J'avais peur que chaque repas soit le dernier. Le temps, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête, est finalement tombé. Tôt ce matin, j'ai vu mes parents s'habiller très formellement et prendre la voiture. Avant de partir, j'ai vu les yeux de ma mère rouges comme ceux d'un lapin. Et mon père n'arrêtait pas de se frotter les mains, tellement excité qu'il avait même mal noué sa cravate. Accoudé à la rampe du premier étage. J'avais le cœur glacé. Ce jour était-il enfin arrivé? Avec un bang. La lourde porte de la villa s'est refermée. Mes parents sont partis chercher le vrai fils, et Fan Ruyan était au travail. Dans le vaste salon, il n'y avait plus que moi. J'ai tiré tristement sur le coin de mes lèvres. Un sentiment de désolation, comme si le monde entier m'abandonnait, m'a envahi. Effectivement, dès que le vrai fils revient. Moi, le faux, je deviens complètement superflu. Et ce sale système, à ce moment-là, s'est mis à jouer un morceau des rues dans ma tête. Tellement triste, si triste. Le temps a passé, 1 minute, 1 seconde, dans le tourment, jusqu'à midi. Quand enfin le bruit d'un moteur de voiture qui s'éteint a retenti devant la porte. Comme un prisonnier attendant son jugement, je suis resté figé, raide, assis sur le canapé du salon. La porte s'est ouverte,
mes parents sont entrés, entourant un garçon de mon âge, à l'air un peu nerveux. Xiao Yuan, viens ici. Ma mère a essuyé une larme au coin de son œil. Et m'a fait signe de la main, la voix pleine de complexité, je te présente, c'est Jida. Je me suis levé, raide, les mains en sueur. Madame Fan a continué, ce pauvre Ada a grandi dans un orphelinat, mais il est très méritant, il a réussi à entrer à l'université de Jinshi tout seul. Comme toi, en première année cette année. Là, Madame Fan a marqué une pause, son regard s'est posé sur moi, et sa voix est devenue soudainement grave, Xiao Yuan. Désormais, tu es le grand frère de Jida. Tu dois bien t'occuper de lui, d'accord? En voyant le regard trompeur de mes parents, je n'ai ressenti qu'une immense peine, mais j'ai gardé la tête baissée. J'ai hoché la tête en silence, d'accord, j'ai compris, bonjour. Jida, je suis Fan Yuan. Jida m'a regardé. Avec des yeux très brillants, il m'a appelé frère d'une voix un peu gênée. Ce frère a été comme un marteau, qui a brisé en moi le dernier espoir d'être le jeune maître de la famille Fan. J'ai attendu la nuit. Fan Ruyant est finalement rentrée du travail. Quand elle est entrée dans le salon, nous étions tous les quatre assis sur le canapé en train de parler. Mais c'était surtout mes parents et Jida qui parlaient, j'écoutais en silence à côté. Le regard de Fan Ruyant a balayé le visage de Jida, presque identique à celui de notre père, sans la moindre émotion. Elle a tendu sa mallette à la domestique, a changé de chaussures comme si de rien n'était, face à l'arrivée soudaine d'un petit frère biologique. Elle n'a même pas montré une once de surprise. J'étais stupéfait. Pourquoi n'était-elle pas surprise du tout? Qu'une personne aussi grande apparaisse soudainement à la maison, et elle ne posait même pas une question. Poussée par une intense curiosité et un sentiment d'insécurité de rester dans l'ignorance, je me suis levé comme poussé par une force obscure, et j'ai suivi discrètement à l'étage. Arrivé devant la porte de Fan Ruyant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. La porte s'est ouverte. En me voyant, elle a haussé légèrement un sourcil, un problème. J'ai avalé ma salive, ma voix tremblait, ce Jida en bas, tu l'as vu? Pourquoi n'es-tu pas surprise du tout? Fan Ruyant s'est appuyé contre le chambranle de la porte. La lumière tamisée du couloir éclairait son visage froid et délicat. Elle est restée silencieuse 2 secondes, puis d'une voix extrêmement calme. Mais assez pour me précipiter dans un abîme, elle a dit, le fils biologique de nos parents, je le sais depuis longtemps. Boum. Dans ma tête, c'était comme si une bombe avait explosé. Je le sais depuis longtemps. Ainsi, elle savait depuis longtemps que je n'étais pas du sang des Fan. À cet instant, j'ai eu l'impression que toutes les choses que je n'avais pas comprises au cours des 18 dernières années étaient soudainement reliées par un fil, avec une logique si implacable qu'elle en était désespérante. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais été très proche de moi depuis mon enfance. Gardant toujours cette distance délibérée. Pas étonnant qu'elle ait été plus stricte avec moi que mes parents, m'interdisant les amours précoces. M'interdisant de traîner, et même s'immisçant dans mes amitiés, m'observant constamment d'un œil scrutateur. Je me suis soudain souvenu de l'époque où mes parents avaient essayé d'arranger un mariage pour moi. À l'époque, pensant que j'avais un caractère doux et que j'étais aimable, et que la position de la famille Fan à Jing devait être renforcée, ils avaient envisagé de me trouver une conjointe appropriée dans les cercles aisés de Jing, et de conclure un mariage d'enfance. Ils avaient jeté leur dévolu sur la plus jeune fille de la famille Li, dans le sud de la ville. On disait qu'elle s'appelait Li quelque chose, du même âge que moi. Lors du dîner familial ce soir-là, mes parents parlaient avec enthousiasme de la famille Li, de la gentillesse de cette petite fille. Mais alors, Fan Ruyant, qui intervenait rarement dans ces conversations familiales, a soudainement reposé son verre de vin rouge avec force. Le bruit cristallin du verre heurtant la table en marbre a immédiatement rendu la salle à manger silencieuse, le visage figé comme une glace éternelle. Elle a balayé mes parents et moi d'un regard perçant, et a rejeté sans pitié toutes ses propositions, un mariage arrangé? Mais quel âge a-t-elle? Son caractère n'est même pas encore formé, son esprit n'est pas mûr. Depuis quand la position de la famille Fan est-elle tombée si bas qu'il faille vendre ses fils pour la consolider? Le projet de la famille Li, je pourrais le négocier le mois prochain. Inutile de l'impliquer. Ne reparlez plus de cette affaire. À ce moment-là, assis à table. En entendant, inutile de l'impliquer, j'étais tellement ému que mes yeux étaient rouges. Je me suis laissé naïvement émouvoir, croyant que ma sœur était mon protecteur. Une déesse guerrière déployant un parapluie protecteur pour moi, ne voulant pas que je sois sacrifié à un mariage d'affaires, même si elle était habituellement froide avec moi. Elle tenait à moi, son frère. Maintenant, en rassemblant les causes et les conséquences et en les réexaminant, j'étais d'une stupidité risible. J'étais un parfait imbécile. Elle ne me protégeait pas, elle se méfiait de moi. Elle savait que j'étais un étranger sans lien de sang, craignant que je ne trouve un appui extérieur par le mariage et que je menace les affaires des Fan. Je ne sais même pas comment j'ai quitté sa chambre, ni comment j'ai erré comme un fantôme jusqu'à la mienne. Je me souviens seulement de m'être effondré lourdement sur le lit, fixant le plafond, allumant en silence une rangée de bougies pour le reste de ma vie. Les jours suivants,
À l'approche de la rentrée universitaire, j'ai commencé à rassembler discrètement mes affaires dans ma chambre, comme un écureuil se préparant à hiberner. Logiquement, la villa des Fans était à 20 minutes en voiture de mon université, et la maison avait 3 chauffeurs. J'aurais pu facilement être externe, mais j'ai sans hésitation décidé d'être interne. D'un côté, je voulais vraiment fuir, rester chaque jour dans cette maison oppressante, voir le visage froid de Fanruyant. Me donner la chair de poule. De l'autre côté, j'avais vraiment peur des intrigues de substitution de jeunes maîtres que le système m'avait expliquées. Ces derniers jours, Jida s'est montrée extrêmement sage à la maison, m'appelant « frère » d'une voix douce. Elle allait même jusqu'à me servir le thé, mais j'avais les nerfs à vif. Dans tous les romans à l'eau de rose, c'est écrit comme ça, dès que le vrai héritier revient dans la famille riche. Sa position est instable. En apparence, il se montre amical et flatteur envers l'héritier imposteur, mais en secret, il accumule frénétiquement des preuves contre lui. Quand le moment est venu, il l'élimine d'un seul coup. Je ne peux pas me frotter à ça. Alors, je me disais que je pouvais au moins me cacher. Mais voilà, alors que je m'acharnais à fourrer mes dernières affaires dans ma valise. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Fanruyant, les bras croisés, s'appuyait tranquillement contre le chambranle. Elle fronçait légèrement les sourcils, son regard balayait comme un râteau la valise ouverte sur mon lit, et sa voix était parfaitement plate. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai sursauté au point d'en presque laisser tomber mes chaussettes. J'ai alors émis de rire forcé et j'ai expliqué tant bien que mal, c'est bientôt la rentrée, non, je prépare quelques affaires. La vie à l'université est tellement riche, je veux aller en dortoir, pour vivre l'expérience de la vie en collectivité. Les sourcils de Fanruyant se sont froncés davantage, et la température ambiante semblait avoir baissé de quelques degrés. Non. Sans une seconde d'hésitation, elle a lâché ces 2 mots, d'un ton qui n'admettait aucune contestation. J'ai essayé de résister une dernière fois, mais j'ai déjà fait la demande au conseiller pédagogique. J'ai dit non. M'a-t-elle interrompu froidement. La famille a un chauffeur pour t'emmener, tu n'as pas besoin d'aller t'entasser dans un dortoir à plusieurs. Range cette valise. Viens. Sur ces mots, sans même me laisser la chance de répliquer, elle a tourné les talons et s'en est allée, ne me laissant que le dos d'une silhouette autoritaire. J'ai regardé la direction où elle était partie, le cœur glacé. Qu'est-ce qu'elle comptait faire? Elle ne voulait même pas me laisser hors de sa vue. C'était pour m'enfermer, moi, l'héritier imposteur, sous ses yeux. Pour pouvoir plus facilement m'écraser à tout moment? Non, je ne pouvais pas rester là à attendre passivement. Ce soir-là, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de contourner Fanruyant. J'irai directement voir mes parents. Je n'arrivais pas à croire qu'en prétextant avoir besoin de développer mon autonomie, ils refuseraient que je loge à l'université. Je me suis glissé à pas de loup jusqu'à la porte du bureau au 2e étage. J'allais lever la main pour frapper. Quand j'ai remarqué que la porte n'était pas fermée hermétiquement, laissant une fente par laquelle parvenait le son de voix. C'était Fanruyant et mes parents. Non, c'est absolument hors de question. La voix de mon père semblait teintée d'émotion, presque de fierté. Je suis resté figé sur place. Avant même de comprendre de quoi il discutait, j'ai entendu la voix calme, presque cruelle, de Fanruyant. Qu'est-ce qui est hors de question? De toute façon, il n'est pas de notre sang. Mon esprit s'est immédiatement vidé. Tout mon sang semblait s'être glacé sur le moment. Puis, la voix de ma mère, teintée de soupirs et d'hésitation, Ruyant, même si c'est vrai, il faut tout de même respecter la volonté de Xiaoyuan. On ne peut pas forcer les choses. Je restais raide devant la porte, les mains et les pieds glacés. Ainsi, c'était donc ça. J'étais encore en train de calculer comment me réfugier au dortoir pour fuir, alors que Fanruyant, elle, était déjà impatiente. De convaincre mes parents, dans le bureau, de me chasser de la famille Fan. De toute façon, il n'est pas de notre sang. Ces 9 mots étaient comme un couteau rouillé, qui cirait mon cœur en va-et-vient. 18 ans entiers, sans même laisser un peu d'affection en réserve? Je n'osais plus écouter. J'avais peur qu'en continuant, je ne meure sur le champ dans ce couloir glacial. Tel un chien errant abandonné de tous, j'ai titubé en reculant de 2 pas, j'ai fait demi-tour. Et je me suis enfui précipitamment de la porte du bureau. Je ne sais pas comment, tel un fantôme, j'ai descendu en titubant l'escalier sombre. Pour regagner le rez-de-chaussée, ma poitrine était comme bourrée d'un coton imbibé d'eau qui gonflait. Chaque respiration me déchirait douloureusement. Dans ma tête, les 9 mots glacés du bureau résonnaient en boucle. De toute façon, il n'est pas de notre sang. Fuir? Où pourrais-je encore fuir? Je pensais avoir eu une famille pendant 18 ans, mais ce n'était qu'une auberge prête à me mettre dehors à tout moment. Ma sœur que j'avais respectée pendant 18 ans n'était qu'une chasseresse qui avait depuis longtemps percé mes cartes à jour et qui me regardait froidement me démener comme un clown. Pris au piège. Une immense tristesse et un sentiment d'impuissance m'ont complètement écrasé. Je ne suis pas retourné dans ma chambre. Mais, comme poussé par une force mystérieuse, j'ai tourné dans la cave à vin située dans un coin du rez-de-chaussée. La cave n'était pas éclairée par un grand lustre. Seules quelques lampes tamisées diffusaient une faible lueur. L'air était imprégné de l'odeur du chêne et de l'arôme riche et profond propre à la température constante.
Comme un aveugle, j'ai tâtonné sur les étagères, attrapant au hasard une bouteille d'alcool dont je n'avais même pas vu l'étiquette, ainsi qu'un verre. Je me suis effondré sur le sol de marbre glacé. Avec un bruit sourd, j'ai arraché grossièrement le bouchon de liège. Sans même faire décanter l'alcool, j'ai rempli le verre à ras-bord, j'ai levé la tête et je l'ai descendu d'un trait. Tout. Le liquide brûlant a traversé l'ésophage pour atteindre l'estomac, telle une flamme, qui embrasait instantanément toute ma rancœur. Étouffé, les larmes aux yeux, je toussais bruyamment. Sale cœur égoïste et corrompu, recroquevillé contre l'étagère à vin, c'est vraiment dégueulasse à boire. Tout en pleurant, je me suis versé un autre verre. Cette fois, j'avais appris la leçon. Je n'ai pas bu à grande gorgée, mais par petites gorgées. L'alcool commençait à se diffuser dans mon sang. Cette légère sensation de vertige qui monte à la tête a enfin apporté un bref engourdissement à mes nerfs, tendus à craquer. Adossé au mur froid, j'ai ri amèrement tout haut. Fan Yuan, oh Fan Yuan. Tu es vraiment une risée totale. Le vrai héritier, dans sa chambre, lutte sous la lampe à réviser ses leçons. Pendant ce temps, toi, l'imposteur, caché dans la cave sombre, tu bois en cachette le vin de ton père. Pas étonnant que Fan Ruyant te méprise. Pas étonnant qu'il veuille te jeter dehors. Hôte, on se calme, hein. Tais-toi, système à la con. Tu es encore plus nul que moi. Aucune fonction, tu te caches juste dans ma tête pour mater. J'ai avalé une autre grande gorgée. L'alcool piquant commençait à brouiller ma vue. Porté par l'alcool, j'ai repassé dans ma tête chaque détail de ces 18 années. Plus j'y pensais, plus j'avais le cœur serré. Plus j'y pensais, plus je me sentais incompris. Alors que je levais mon verre pour m'offrir une 4e gorgée. Un bruit de pas extrêmement léger a soudain retenti à l'entrée de la cave, suivi d'un clic discret. Le plafonnier de la cave s'est allumé instantanément. La lumière soudaine et aveuglante m'a fait plisser les yeux instinctivement. J'ai levé le bras pour me protéger les yeux. Fan Yuan, tu es fou? Une voix extrêmement froide, chargée d'une colère manifeste, a jailli de l'entrée, comme un seau d'eau glacée. Versé directement sur mon crâne. J'ai écarté le bras et, les yeux mi-clos, j'ai regardé. Fan Ruyant, je ne sais quand, avait le visage sombre. Elle a descendu rapidement les marches, apportant avec elle un parfum frais et subtil, et est venue directement devant moi. Sais-tu à quel point ton seuil d'alcool est bas? Qui t'a permis de te cacher ici tout seul pour boire une telle gnôle? En parlant, elle a tendu sa main blanche et élancée. Pour me prendre le verre. D'habitude, il suffisait qu'elle fronce les sourcils. Pour que je rende docilement le verre à 2 mains. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'étais un condamné à mort, privé de toute illusion familiale, plongé dans le désespoir. Avec ces quelques verres d'alcool. L'alcool avait complètement fermenté dans mon corps. Non seulement il avait engourdi ma peur, mais il avait aussi décuplé à l'infini ma rancœur et mon entêtement. D'un geste brusque, j'ai esquivé son contact, et même, à cause de l'ampleur du mouvement. Une bonne partie du liquide dans le verre a éclaboussé, atterrissant sur le dos de ma main. Ne me touche pas. Les yeux rouges, je la fixais intensément, ma voix empreinte d'une raucité et d'une bouderie que je ne me connaissais pas. La main de Fan Ruyant resta figée en l'air, comme si elle ne s'était absolument pas attendue à ce que je me rebelle. Une lueur de stupeur traversa ses yeux profonds. Cette stupeur fut vite remplacée par un sens plus profond. Fan Yuan, tu es ivre. Arrête ton cirque. Donne-moi ce verre et retourne dans ta chambre dormir. Son ton était toujours celui d'une personne hautaine. Qui donne des ordres, comme si je n'étais qu'un subordonné désobéissant. En la voyant, toujours aussi calme. Toujours aussi rationnelle, toujours maîtresse de tout, le feu dans mon cœur est monté jusqu'à son paroxysme. Oui, elle a toujours raison. Elle est toujours la noble demoiselle de la famille Fan. Et moi, je ne suis qu'un imposteur qui occupe un nid, une pierre d'achoppement qu'elle peut balayer quand elle veut. De quel droit peut-elle encore me commander avec ce ton de grande sœur qui fait la leçon? Je n'ai pas tort. Je me suis accroché à l'étagère à vin derrière moi et me suis levé en titubant. Même si mes pas étaient vacillants. Ma raison, grâce à la colère, était devenue anormalement claire. Je n'ai pas besoin de toi. De quel droit te mêles-tu de moi? Tu crois encore être ma sœur ou quoi? Le visage de Fan Ruyant se refroidit complètement. L'air autour sembla se figer un instant. Elle me regarda, sa voix terriblement grave, « Je suis ta sœur. » Connerie. Porté par l'alcool, j'ai enfin rugi le désespoir. Que j'avais enfoui au fond de moi. Tu sais depuis longtemps que je ne suis pas du sang des Fan, non? Ce que tu as dit dans le bureau ce soir avec papa et maman. Je l'ai entendu. De toute façon, il n'est pas notre fils biologique. C'est bien ce que tu as dit, non? Les pupilles de Fan Ruyant se contractèrent violemment. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais je l'ai coupée brusquement. Pas besoin d'explication. J'ai tout compris. Depuis mon enfance, tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as interdit les amourettes, interdit les alliances, par peur que je ne m'attire des influences extérieures. Pour piller l'héritage des Fan. Maintenant qu'il est de retour, ton but est atteint. Vous pouvez me jeter dehors en toute légitimité. Plus je parlais, plus je me sentais blessé, mes yeux me piquaient terriblement. Les larmes, malgré moi,
tournaient dans mes orbites, mais je les retenais de toutes mes dents pour qu'elles ne tombent pas. Je fixais son visage, si parfait, qu'on n'y trouvait aucune imperfection, et j'ai balancé violemment sur sa figure l'accusation que j'avais comprimée au plus profond de ma poitrine. Puisque tu planifies déjà de me chasser, pourquoi fais-tu semblant d'être gentil maintenant? Tu n'es pas ma vraie sœur. Je n'ai pas une goutte de votre sang défend dans les veines. De quel droit te mêles-tu de moi? Lâche-moi. Ne vous occupez pas de moi, je m'en irai toute seule. Après avoir dit cela, je respirais bruyamment, la poitrine se soulevant violemment, comme si j'avais vidé toutes mes forces. La cave à vin sombra dans un silence de mort. Je pensais que Fanruyant allait exploser de colère, me réprimander sévèrement comme avant. Voire ricaner en disant, tu sais bien, dégage tout de suite. Mais je me suis trompé. Fanruyant ne s'est pas emporté. Elle est restée immobile, la lumière tamisée éclairant son visage à moitié dans l'ombre, m'empêchant totalement de discerner son expression à cet instant. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, alors que ce silence étrange commençait à me mettre mal à l'aise. Et que je commençais même à regretter d'avoir été trop loin. Fanruyant bougea soudain. Elle baissa légèrement la tête et laissa échapper un petit rire. Presque un ricanement malsain, « Je ne suis pas ta vraie sœur, pourquoi aurais-je à m'occuper de toi ?» répéta-t-elle d'une voix douce en reprenant mes propres paroles. Sa voix avait perdu sa froideur et sa sévérité habituelle, laissant place à une douceur étrange qui me donna la chair de poule. L'instant d'après, elle releva brusquement la tête, arborant une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de Fanruyant en 18 ans. Ses yeux, d'ordinaire calmes et retenus comme un puissant vague, brûlaient à présent de 2 flammes sombres. Il agitait un désir de possession extrêmement intense, sans aucune dissimulation, et une folie qui glaçait le sang. Comme un chasseur d'élite qui aurait attendu 18 ans dans l'ombre, voyant enfin sa proie briser elle-même le lien de parenté et entrer délibérément dans son champ de tir. Tu as raison. Fanruyant fit un pas en avant. Si vite que je n'eus pas le temps de réagir. Elle agrippa mon poignet avec une force incroyable. Ses ongles presque enfoncés dans ma chair. Elle planta ses yeux dans les miens, la voix rauque à l'excès. Avec une ferveur maladive, je ne suis effectivement pas ta vraie sœur, c'est toi qui l'as dit, puisque je ne suis pas ta sœur. Son regard me terrifia complètement, mon ivresse se dissipa même à moitié sur le coup. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi, m'écriai-je, paniqué, en tentant de me dégager, mais elle avait plus de force que moi. Pourtant 1m80. Avant que je ne réalise, son autre main encercla ma taille, me soulevant à moitié et me traînant vers la sortie de la cave. Fanruyant. Tu es devenue folle. Où m'emmènes-tu? Tu veux me jeter dehors? Je ne pars pas. Laisse-moi au moins prendre quelques vêtements. Je pensais encore qu'elle allait me mettre à la porte sur le champ. Et, tout en titubant derrière elle, je criais, désordonné, dans un délire paranoïaque. Mais Fanruyant ignora ma résistance. Sans un mot, elle me traîna à travers le couloir du rez-de-chaussée. Monta directement l'escalier en colimaçon du 2e étage, avec une rudesse pleine d'une autorité implacable. Jusqu'à ce qu'elle donne un coup de pied dans une porte familière, me pousse violemment à l'intérieur, puis claque la porte et la verrouille de l'intérieur. Sur le moment, je crus qu'elle voulait simplement que je dorme tranquillement, mais l'instant d'après, je réalisai avec effroi que ce n'était pas ma chambre. C'était la chambre de Fanruyant. L'air était imprégné de son parfum froid caractéristique, un mélange de cèdre et de jasmin. Dans la spacieuse chambre principale, seule une lampe de chevet diffusait une lumière jaune tamisée. Elle m'avait poussé si fort que je trébuchais. Et tombé directement sur le lit immense et incroyablement moelleux en velours, avant que j'aie le temps de me relever. Fanruyant s'abattit sur moi comme une ombre. Sœur, non, Fanruyant. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Si tu veux me frapper, dis-le franchement, ne fais pas ça. J'ai peur. On dirait que tu ne veux pas discuter amicalement. Je viens de dire que je ne suis plus ta sœur. Fanruyant posa un genou sur le bord du lit. Plaquant mes épaules de ses mains puissantes, me clouant au lit. Elle me dominait de toute sa hauteur. Ses longs cheveux effleurant ma joue, provoquant un picotement délicieux. Fanruyant, tu crois que pendant ces 18 ans, à te voir tourner autour de moi chaque jour, à me forcer à garder mes distances. Tu imagines combien cela a été difficile pour moi. Ses doigts glissèrent doucement sur ma joue, me faisant frissonner. La retenue et la folie dans sa voix me coupèrent le souffle. Tu croyais que je t'interdisais les relations amoureuses pour t'empêcher de prendre le pouvoir? Tu croyais que je refusais les alliances matrimoniales pour éviter que tu trouves des appuis extérieurs? Bien que je ne fusse pas ivre, mon esprit était encore embrumé par l'alcool, et je ne fis pas le lien entre les amourettes et la prise de pouvoir. Elle ricana froidement, le regard embrasé, scellant ma condamnation en articulant lentement, parce que tu es, depuis toujours, mon fiancé que j'ai choisi. Personne d'autre que moi ne peut te toucher du bout des doigts. J'aurais aimé t'enfermer dans ma chambre depuis longtemps. Puisque tu as brisé la glace toi-même aujourd'hui, ne t'en prends qu'à toi. Fiancé? Mon cerveau fit un court-circuit à cet instant. Quel fiancé? Elle ne voulait pas me chasser? Elle n'a pas dit dans le bureau que je n'étais pas son vrai frère? C'est quoi ce rebondissement de merde? Attends, je tentai une dernière résistance.
Essayant d'utiliser ce cerveau imbibé d'alcool et maintenant complètement gelé par le choc, il contenait une logique absurde. Mais Fanruyant ne m'a absolument pas laissé le temps de réfléchir. Il s'est directement penché. Extrêmement dominant et précis, il a scellé mes lèvres. Un baiser profond, imprégné d'un léger parfum d'alcool, qui ne se refusait pas. Comme une tempête violente qui déferle. Ce n'était pas une dégustation retenue, c'était une agression absolue. Le pillage le plus direct entre adultes. Pourtant, ses gestes et son expression révélaient une férocité désespérée, comme s'il voulait libérer en cet instant toutes les années de retenue et de résignation accumulées. Tout ce qu'il avait enduré et contenu pendant 18 ans allait éclater à cet instant. J'ai écarquillé les yeux. Mes pupilles tremblaient. Mes deux mains, par réflexe, se pressaient contre ses épaules pour le repousser. Mais à ce moment fatal, l'effet secondaire de l'alcool est arrivé comme un tsunami dévastateur. Toute force dans mon corps s'est évaporée, comme aspirée. Mes mains, qui voulaient le repousser, ont perdu toute puissance sans que je m'en rende compte. Ce parfum de sapin froid que je détestais tant auparavant est devenu soudain comme un poison mortel, érodant sans cesse ma raison. Ajouté à ces déclarations qui venaient de briser toutes mes conceptions, ce sentiment de désespoir d'être abandonné a miraculeusement disparu. À la place, une palpitation absurde mais incontrôlable a surgi. Je n'ai pas été abandonné. Il ne me déteste pas. Il a toujours eu des vues sur moi. Ce contraste extrême, passant de l'enfer au paradis en un instant, couplé à l'effet de l'alcool, m'a plongé dans une chute totale après une brève lutte. Du bois sec rencontre une flamme vive. Il ne fallait qu'une étincelle. Et ma phrase « Tu n'es pas ma vraie sœur » fut la mèche ultime qui alluma ce volcan. Contenue pendant 18 ans. Ma propre colère s'est peu à peu attisée, et finalement, sans que je m'en aperçoive, je suis devenu actif. La dernière corde de ma raison s'est rompue dans cette nuit absurde, folle, mais pourtant irrésistiblement séduisante. Dehors, la nuit était profonde. Dans cette pièce imprégnée d'alcool et de parfum de sapin froid, tous les pièges préparés avaient enfin refermé leurs filets. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un mal de tête qui semblait vouloir fendre mon crâne. Les séquelles de la gueule de bois rendaient mon cerveau comme une bouillie emmêlée. J'ai gémi de douleur et, par réflexe, j'ai voulu me retourner pour continuer à dormir. Quand ma joue a frotté l'oreiller, j'ai soudainement figé. La sensation n'était pas la bonne. Le linge de lit de mon propre lit était en coton un peu rugueux. Mais maintenant, sous ma joue, c'était une matière extrêmement lisse, fraîche. Et de plus, ce qui entrait dans mes narines n'était pas mon diffuseur habituel à la senteur citronnée et salée, mais un parfum extrêmement froid, familier au point que mes cheveux se sont hérissés à un mélange de cèdre et de jasmin. Mon souffle s'est figé. Mon cerveau, encore engourdi de sommeil, a été aspergé d'une eau glacée à -20 degrés, devenant instantanément d'une lucidité extrême. Les souvenirs de la nuit dernière, comme une digue qui cède, ont déferlé dans mon esprit en images haute définition, avec un son Dolby. Tu n'es pas ma vraie sœur, de quel droit tu me contrôles? Tu as raison. Puis, la porte verrouillée. Le baiser profond et irrésistible. Le bruit des vêtements tombant à terre, sous l'effet de l'alcool. Le feu déchaîné, totalement incontrôlable. J'ai ouvert les yeux brusquement, me redressant dans le lit comme un cadavre qui se relève. À cause du mouvement trop violent, j'ai même tiré sur un air douloureux dans le bas du dos, ce qui m'a fait aspirer une bouffée d'air froid. J'ai regardé autour de moi, les yeux écarquillés. Une décoration luxueuse dans un style minimaliste noir, blanc et gris. D'immenses baies vitrées. Un immense dressing. C'était bien la chambre de Fanruyant, sans aucun doute. Et moi, torse nu. Enroulé dans sa couverture en soie, assis sur son lit, par terre. Mon t-shirt, mon jean, et la veste de maison noire, que Fanruyant portait la veille, traînaient enchevêtrés de manière extrêmement suggestive. Fou, complètement fou. Mon cerveau a déclenché l'alerte rouge maximale. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais couché avec ma sœur PDG de glace, que j'avais toujours considérée comme mon ennemie imaginaire. Celle que je croyais prête à me jeter dehors. Non, non. Compte tenu de l'ampleur désastreuse de la nuit et de mes capacités physiques, on devrait plutôt dire que j'avais été dévoré tout cru par lui. Fiancé, ai-je murmuré en répétant ce mot que Fanruyant avait murmuré à mon oreille la veille. J'étais complètement perdu. Alors, ce que le système m'avait raconté. Que le vrai et le faux héritier devaient se battre, que le faux serait impitoyablement persécuté par la méchante sœur, tout ça n'était que des conneries. Ce roman n'était pas du tout une histoire de vengeance d'un héritier abandonné. C'était clairement ma sœur PDG de glace et dominatrice tombe amoureuse de moi, au seul le père adoptif reste, impossible de s'échapper. Système, je vais te niquer ta mère en version rafraîchie. Mais c'était aussi de ma faute. Alors que je me tirais les cheveux, dans un état de plantage total devant l'effondrement de ma vision du monde, des bruits parviennent soudainement de l'extérieur de la porte. C'était le bruit du salon au rez-de-chaussée. Merliou, as-tu vu mon frère? C'était la voix de Jida. Il semblait avoir cherché au rez-de-chaussée, avec une certaine perplexité dans le ton. Non, personne. Jeune maître J, répondit Merliou,
Le petit maître dort généralement tard le week-end. Mais aujourd'hui, il est presque 10 heures, il devrait bientôt se lever. Qu'y a-t-il? Vous cherchez le petit maître? Oh, je voulais juste demander s'il y a des endroits sympas à visiter dans le coin. Et lui apporter son petit déjeuner préféré en passant, la voix sincère de Jida monta. Je suis allé dans sa chambre, la porte n'était pas verrouillée, mais il n'y avait personne. Les couvertures étaient froides. Serait-il sorti tôt ce matin? C'est étrange. Je n'ai pas vu le petit maître sortir. En écoutant la conversation en bas, je me cachais sous les couvertures du lit de Fanruyant. J'avais tellement peur que j'ai arrêté de respirer. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Jida me cherche. S'il découvre que je ne suis pas dans ma chambre, mais dans le lit de Fanruyant, qu'est-ce qu'il pensera? Que penseront papa et maman? Quel imbécile, tu fais ton histoire de vrai et faux fils maintenant. Non, je dois vite retourner dans ma chambre. Je serrai les dents. Supportant la douleur à la tête et aux reins, je soulevai la couverture pour descendre ramasser mes vêtements par terre. Au moment où mes orteils touchèrent le sol, la porte de la salle de bain attenante à la chambre émit un léger bruit. Juste après, Fanruyant sortit. Elle s'était visiblement déjà lavée, portant une robe de chambre en soie blanche propre. Son col était légèrement ouvert, révélant un morceau de clavicule fine et des marques rouges très voyantes sur son cou. C'était les preuves du crime de la nuit dernière. En la voyant sortir, je voyais maintenant ses pas manifestement maladroits. Ses jambes semblaient légèrement trembler, chaque pas était plus lent que d'habitude. Je réalisai soudain quelque chose et baissai les yeux. Sur le drap, une petite fleur rouge était nettement visible. Bien qu'elle tentât de maintenir son expression glaciale et distante, sa démarche légèrement vacillante la trahissait sans pitié. Elle aussi avait énormément dépensé d'énergie la nuit dernière. Réveillée, sa voix avait une légère tonalité paresseuse et rauque propre au matin. Son regard croisa mon épaule dépassant des couvertures, et une lueur d'hésitation extrême traversa ses yeux. Fanruyant. Fanruyant, balbutiai-je. Sans l'alcool pour me soutenir. M'appeler directement par son nom n'était pas encore habituel. Jida me cherche, je dois vite retourner dans ma chambre. Et si papa et maman découvrent? Qu'ils découvrent donc? M'interrompit Fanruyant sans se soucier. Elle s'approcha du distributeur d'eau. Prit un verre en verre transparent, remplit lentement la moitié d'eau tiède, d'un ton aussi calme que si elle avait simplement dîné normalement la veille. De toute façon, hier soir, je leur ai déjà dit dans le bureau que je ferais venir l'avocat dans quelques jours pour les formalités, directement pour devenir mon conjoint. Puisque le riz est déjà cuit, ils n'ont plus de raison de s'opposer. Je la regardai, médusée. Le riz est cuit, conjoint. Grande sœur. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à papa et maman dans le bureau, alors que je pleurais à fendre l'âme devant la porte hier soir, croyant être mis à la porte? Toi, tu étais en train de leur forcer la main pour le mariage? Et en plus, je suis encore un enfant. Alors que j'ouvrais la bouche pour protester. Pour tenter de sauver mes derniers droits humains, les pas de Jida dans le couloir atteignirent déjà le premier étage. Je balayai la pièce du regard, et mon regard s'arrêta enfin sur mon jean, jeté dans un coin du canapé. Dans la précipitation de la nuit dernière, je n'avais pas sorti mon téléphone, il reposait tranquillement dans cette poche. Ne sonne pas, suppliai-je en moi-même. Mais la loi de Murphy est toujours aussi exacte. L'instant d'après, tu es trop belle, poulet, oh oh. Bébé, tu es vraiment trop belle. Une sonnerie de téléphone extrêmement forte. Prouvant sans aucun doute ma qualité de fan inconditionnel, retentit soudainement dans cette chambre luxueuse. Au style minimaliste et froid, à plein volume. C'était la preuve de mon identité de fan inconditionnel, mais à cet instant, cette chanson ressemblait à la dernière convocation de la mort. L'air se figea complètement à ce moment-là. Dans le couloir, les pas qui allaient et venaient s'arrêtèrent net. Et dans la chambre, Fanruyant, tenant son verre d'eau tiède, s'apprêtait à ouvrir la porte de la chambre pour aller chercher quelque chose à l'extérieur. Au moment où la sonnerie retentit, sa main était justement sur la poignée, qu'elle tourna. La scène dans le couloir, au moment où la porte s'ouvrit, semblait s'être figée comme sur pause. Dehors, Jida se tenait dans une posture extrêmement rigide, sa main gauche encore levée. En position de tenir un téléphone contre son oreille. Mais sa main était vide. Le téléphone, le tout dernier modèle fruit, tomba droit sur le sol, l'écran heurtant le plancher avec un bruit sourd. Les yeux de Jida s'écarquillèrent comme des cloches, la bouche entr'ouverte, comme s'il avait été frappé par la foudre. Complètement pétrifié. Il regardait, impuissant, celle qui d'habitude était si hautaine et glaciale. L'aîné Fanruyant, au regard même meurtrier, portait une robe de nuit en soie légèrement froissée, tenant une tasse d'eau d'une main. Les jambes légèrement tremblantes, elle sortit de la chambre, et ce qui était pire, derrière la porte entr'ouverte. La sonnerie familière et dynamique du téléphone de son bon frère Fanruyant retentissait. « Toi qui t'avances, tu me rends si excité, ce sentiment jamais éprouvé, car j'ai le béguin. » La sonnerie persistait, joyeuse et inconsciente,
résonnant avec entrain. La vision du monde de Jida, à cet instant, se brisa visiblement en 1000 morceaux. Caché derrière l'entrebâillement de la porte, bien que je ne vois pas le visage de Jida, rien qu'au bruit du téléphone tombant par terre. Je pouvais déjà imaginer son expression de stupéfaction. À ce moment-là, le bruit d'une porte qui s'ouvre provint du couloir voisin. C'étaient mes parents, alertés par le vacarme devant la porte. Eux aussi en pyjama, sortant de la chambre principale. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ada. Que fais-tu devant la porte de ta sœur si tôt le matin? Demanda ma mère en s'approchant, l'air perplexe. Quand elle arriva à côté de Jida, elle vit aussi le téléphone par terre. Et en même temps, elle entendit, provenant de la chambre de Fanruyant, cette mélodie extrêmement entêtante, trop belle. Ma mère resta figée, l'esprit n'ayant manifestement pas encore fait le lien. Elle regarda Fanruyant, puis la chambre, et dit, l'air perplexe. Ruyant, ton téléphone sonne. Mais non. Comment as-tu pu changer de sonnerie comme ça? Un silence de mort. Ma mère perçut avec acuité que quelque chose clochait. Derrière elle, mon père comprit d'un coup d'œil la situation. Allongé sur mon lit, retenant mon souffle, j'entendais même la tension artérielle du père Fan, grésillant et montant en flèche. Vous. Les muscles du visage de Fan Fou se contractèrent violemment. À 2 reprises. Son teint passa en un instant de la perplexité à la stupéfaction. Puis alterna entre rouge et blanc, pour finalement devenir d'un bleu-gris complexe. Il tendit un doigt, tremblant, désignant Fanruyant, puis la porte entr'ouverte derrière elle. Ses lèvres tremblèrent un long moment, sans parvenir à articuler une phrase complète. Ruyant, ce que tu as dit hier soir au bureau est donc vrai? Tu as vraiment. Ma mère aussi regarda Fanruyant avec un regard complexe. Toi, cet enfant, tu es bien trop pressé. Oui. Après un silence de mort d'une demi-minute, Fanruyant parla enfin. Elle ne montra aucune panique ni honte, au contraire, elle affronta le regard de ses parents avec une franchise extrême. Sa voix était aussi calme que si elle rapportait les prévisions météo du matin. La nuit dernière, dans la cave à vin. Il a dit les choses clairement. Puisque le voile est déchiré, plus besoin de faire semblant. Papa, maman, je vous l'avais déjà dit. Fan Yuan n'est pas un vrai Fan. Il n'y a aucun obstacle de sang ou d'éthique entre nous. Sur ces mots, Fanruyant se tourna légèrement. Ses yeux perçants, à travers la fente de la porte, fixèrent droit celui qui tremblait blotti dans son lit. Un sourire froid et déterminé se dessina au coin de ses lèvres. Elle prononça, à l'intention de toute la famille et aussi de moi, son jugement final. Tout à l'heure, je ferai sortir son livret de famille par mon avocat, qu'il le veuille ou non. C'est déjà fait. À partir d'aujourd'hui, lui, Fan Yuan, et mon fiancé, à moi, Fanruyant. Si les mots d'hier soir étaient une bombe, alors la déclaration autoritaire de Fanruyant devant toute la famille, aujourd'hui, était une bombe nucléaire qui a fait exploser le toit de mon crâne. C'est fini. Je vis tout noir, et m'effondrer complètement sur le doux oreiller. Mort sociale. C'est une mort sociale de niveau épique. 10 minutes plus tard, tenant quelque chose d'instable. Un bruit de cliquetis sec et net se fit entendre. Ma mère, assise à côté de lui, n'avait plus ce regard aimant qu'elle avait pour un fils, mais un regard évaluateur, comme une belle-mère regardant sa future bru. Ce regard semblait traversant, me donnant la chair de poule. Quant au vrai fils Jida, il était assis droit sur le canapé individuel à côté, les mains sagement posées sur les genoux. Et moi, j'étais comme un prisonnier accusé d'avoir enfreint la loi céleste, les jambes serrées, les mains solidement posées sur les genoux, recroquevillé comme une caille à l'extrémité du canapé. À côté de moi, assise tout contre moi, se trouvait la grande gagnante de cette scène, Fanruyant. Elle avait changé pour un tailleur pantalon beige très ajusté. Ses cheveux étaient noués négligemment derrière la tête, à l'exception d'une écharpe très voyante autour de son cou. Elle avait repris toute son aura de patronne hautaine et froide, maîtrisant la situation. L'air était si calme qu'on entendait le tic-tac de la pendule ancienne au mur. Mon père reposa bruyamment sa tasse de thé, se racla la gorge, comme s'il voulait retrouver son autorité de chef de famille. Cette gêne étouffante. Petit Yuan, puisque c'est ainsi, pourquoi ne dirais-tu pas ce que tu en penses? Comment pourrais-je penser? Ce qui me traverse l'esprit en ce moment. C'est comme si 10 000 poulets hurlants tambourinaient en même temps. Mon regard erre, d'une manière extrêmement peu naturelle, sur les motifs de la table basse. Je n'ose absolument pas lever les yeux pour croiser le regard complexe de mes parents, et encore moins celui de cette grande sœur à côté, assise bien droite, dégageant de toute sa personne une aura de patronne impérieuse, après avoir savouré sa victoire. J'avale ma salive, ma pomme d'Adam monte et descend péniblement. Xiao Yuan, dit ma mère en voyant mon embarras, poussant un soupir. Sa voix devient extrêmement douce, presque empreinte d'une timide tentative. Ta mère va être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour ta sœur Ruyant? Es-tu prêt à l'épouser? Si, dans ton cœur, tu ne la vois que comme une sœur de sang. Et que tu penses qu'un fruit cueilli de force n'est pas sucré, alors ta mère donnera sa vie pour t'aider, et ne la laissera jamais te forcer.
Ces paroles de ma mère sont d'une sincérité absolue. Mais, au moment même où elle pose cette question, je ressens distinctement, assis à côté de moi, le regard de Fanruyant, froid comme une lame acérée. Déjà posé sur ma nuque. Je sens qu'à dire vrai, pour Fanruyant, je n'ai pas vraiment de sentiments fraternels. Et maintenant que les choses en sont arrivées là, je hoche la tête. Je suis d'accord. Ouf, tant mieux. Tant mieux. Ma mère se tape joyeusement sur la cuisse, ses pattes doigts se creusent sous le rire. Du moment que vous êtes d'accord tous les deux, alors maman est rassurée. En y réfléchissant. On se connaît bien, Xiao Yuan a un bon caractère, bien mieux que ses fils à papa peu fiables dehors. Fait mon père, s'efforçant encore de maintenir son autorité de chef de famille. Mais sa jambe qui tremble frénétiquement trahit déjà son relâchement émotionnel. Il pousse un grognement lourd, fixe Fanruyant et dit, puisque vous êtes tous les deux d'accord. Je ne vais pas jouer les rabat-joie et séparer un couple. Mais Xiao Yuan est encore à l'université. Il ne faut surtout pas en faire de bruit. Que le notaire d'abord sépare son compte d'une autre, organisons en privé des fiançailles discrètes. Et quand vous aurez terminé vos études, nous célébrerons le mariage officiel. Pas de problème. Père, répond Fanruyant avec une extrême promptitude, et tout naturellement, elle saisit ma main. Posée sur mon genou, entrelaçant ses doigts aux miens. Ma paume est toute moite. Je suis raide comme un morceau de bois, mais sous la chaleur de sa main, lâchement, je n'ose même pas lutter. Mon père se frotte les tempes et se lève. Ta mère et moi devons aller à la société tout à l'heure pour régler quelques affaires. Ada, viens avec moi au bureau, je vais vérifier tes études précédentes. D'accord. Mes parents, avec beaucoup de tact, quittent le salon en emmenant Ada. Avant de partir, ma mère me fait un clin d'œil, me laissant un regard ambigu de « maman comprend ». Dès que la porte du bureau se referme. L'immense salon du rez-de-chaussée se retrouve soudainement vide, ne laissant que Fanruyant et moi. Je tourne la tête pour regarder Fanruyant, affalé sur le canapé, jouant avec nonchalance. À tripoter mes doigts. J'hésite un instant. Puis je décide de poser la question qui me taraude. Fanruyant. Appelle-moi sœur, mon nom, ou autre chose. Mais ne m'appelle plus, sœur. Fanruyant lève légèrement les paupières, d'un ton impérieux qui ne souffre aucun refus. Fanruyant, dis-je en avalant ma salive, la regardant droit dans les yeux. Ma voix teintée d'un reste d'amertume et d'une profonde rancœur. Puisque tu avais déjà cette idée pour moi depuis si longtemps. Au point de faire échouer le mariage arrangé par mes parents, alors pourquoi, ces 18 dernières années, as-tu été si froide avec moi? Je la regarde, mes yeux s'embuent malgré moi. Les autres sœurs câlinent, embrassent et plaisantent avec leur petit frère. Mais toi, tu ne t'es jamais rapproché de moi. Tu m'as interdit les amourettes. Interdit de faire la course avec mes amis. Tu as toujours été glacial, comme un proviseur sévère à me surveiller. Fanruyant, tu es vraiment un imbécile. Soudain, il se penche, s'introduisant de manière extrêmement dominante dans mon espace intime. Le parfum froid et boisé de cèdre qui l'enveloppe m'englobe instantanément. Ne me laissant aucune échappatoire, il tend la main, prend doucement mon visage entre ses paumes. Depuis ton enfance, prendre soin de toi, te porter chaque jour en t'appelant, petit frère, jouer avec toi. Te montrer une affection sans réserve quand tu es triste. Si j'avais vraiment cultivé avec toi ce lien indestructible. Plus fort que le sang, de frère et sœur, il marque une pause, sa voix chargée d'une amertume extrême. De calme et de retenue, alors toute ta vie, tu n'aurais vu en moi qu'une sœur aînée, par simple préjugé. Tu ne peux pas m'appeler sœur. Dans ton subconscient, cela me figerait à jamais dans ce rôle de sœur. Je dois être froide avec toi, maintenir une distance extrêmement précise. Seulement ainsi. Quand nous franchirons cette limite, ton esprit ne sera pas entravé par un quelconque lien fraternel préconçu. Tu n'auras ni culpabilité ni répulsion face à une transgression éthique. Elle me regarda, complètement abasourdie. Un sourire froid et diabolique se dessina au coin de ses lèvres. Elle prononça doucement mon destin, je n'ai jamais voulu être ta sœur. Ce que j'ai élevé, ça a toujours été mon futur mari-enfant. Un silence de mort. Je ressemblais à une statue frappée par la foudre, ayant totalement perdu la capacité de penser. Fanruyant, t'es une dure à cuire. Tu caches mieux que personne. Voilà le véritable prédateur de haut niveau. Il a tissé, pendant 18 ans, un filet extrêmement précis. Qui piège même les tendances émotionnelles de ma vie antérieure. Il a coupé court à mes amourettes. Annulé mes mariages arrangés, et finalement, il a même empêché et physiquement éliminé l'éthique fraternelle de ma vie antérieure. Et moi, idiot, je croyais être un chien errant sur le point d'être abandonné. Vivant chaque jour dans l'angoisse, m'inventant des drames de romance. Chaque jour, je jouais dans ma tête la lutte des héritiers légitimes et illégitimes. En réalité, j'étais depuis longtemps solidement attaché à une laisse de luxe appelée « futur mari-enfant », et cette laisse était en or pur, incrustée de diamants, dont il avait jeté la clé à la mer. Attends une seconde. Système,
Je t'emmerde, sale truc à la manque. Je me suis encore engueulé avec le système dans ma tête. Non, mec. Je n'ai pas parlé depuis un moment. Ce n'est pas que je déraille, mais j'ai soudain réalisé que tout, absolument tout, était dû à ce satané système qui m'avait embarqué dans un délire de persécution. Sans ce putain de système, je n'aurais jamais stressé pour cette histoire d'héritier vrai ou faux. Après avoir compris ça, Fanruyant me regarda, hébété. Et moi, en train d'insulter le système dans ma tête. Elle haussa un sourcil, satisfaite. MMH. Tu restes encore à la résidence ou pas? Non, non. Je hochai la tête docilement, puis la secouai. Elle ne dit rien, tendit directement la main, me saisit le menton. Se pencha légèrement, et déposa sur mes lèvres un baiser à la fois audacieux et incroyablement doux. Bien joué, mon mari. 4 ans plus tard. Gida et moi étions diplômés de l'université. Gida choisit de poursuivre ses études, tandis que moi, j'obtenais le mariage avec Fanruyant. Nous avons fait la cérémonie. 666, et le futur mari-enfant? Ferme-la, toi. Ignorant le système débile dans ma tête, j'enlaçai Fanruyant endormi et l'embrassai sur les lèvres. En fin de compte, le faux héritier devait devenir le futur mari-enfant.